à tous, bon réveil. Il est 9h et quelques. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle journée avec plein de belles choses. Vous allez voir, vous allez passer une bonne journée. Je suis pas devin, mais je le sais. Déjà, moi, je m'occupe de cette première partie, 45 minutes, avec une personnalité étonnante. Elle a un style à elle. Elle est... C'est vrai, vous êtes spéciale. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir d'être ici. Et il y a quelque chose d'énigmatique en vous. Je suis pas seul à le penser, je pense. Je sais pas. Si, Je serais incapable de le dire. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous n'échapperez pas aux questions cash, Natacha. Des questions en fin d'émission qui reviendront sur des choses peut-être dont vous n'avez pas envie de parler. C'est ce qui m'intéresse, évidemment. Mais vous êtes assez forte par rapport à cette épreuve. Je vous ai vu dans pas mal d'interviews. On vous connaît évidemment à l'antenne. Et aujourd'hui, dans un nouvel exercice, c'est celui de Marianne, si je ne me trompe pas. Oui, directrice de la rédaction de Marianne. Enfin, ça fait maintenant 6 ans. 6 ans, je suis arrivée en septembre 2018. Enfin, je suis revenue à Marianne parce qu'en fait, c'est le journal où j'ai commencé. Ouais. Donc, je rentrais à la maison. Et c'est une expérience extraordinaire de diriger un journal. C'est une expérience humaine. Marianne, c'est un journal qui est totalement à part dans le paysage médiatique. Clair, ouais. Alors, et puis en plus, moi, ce que je trouve bien, c'est que ce soit une femme qui dirige un journal qui porte le nom d'une femme. Je Exactement. Sais pas, ça me plaît bien, moi. Mais le fait que Marianne soit une femme est quelque chose pour moi d'important. C'est avec ce dessin de cette femme, la liberté guidant le peuple, avec son drapeau, avec la poitrine à nu et le bonnet phrygien, il y a quelque chose de conquérant, c'est un message en soi. Mais Elisabeth Lévy y a travaillé ? Si je me trompe Elle y a travaillé, alors avant que j'arrive, vous voyez, moi je suis arrivée en 2002. D'accord. Marianne, comme jeune journaliste, elle y travaillait déjà plus. Mais au tout début, oui, elle a été... Je l'ai reçue il n'y a pas très très longtemps, et elle est extraordinaire cette femme quand même. Je veux dire, vous entendez bien, parce que vous avez été aussi dans Causeur. Alors non, moi je ne suis pas passée par Causeur. Ah bon, je pensais que vous aviez été dedans. Non. Mais en revanche, c'est vrai qu'on se connaît avec Elisabeth Lévy, forcément, on a eu l'occasion de se croiser maintes et maintes fois, on s'apprécie, c'est quelqu'un... Vous savez, c'est quelqu'un sous des dehors... très virulent. Oui. En fait, c'est quelqu'un de gentil, oui. de bonne camarade. Vous voyez, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, elle vous prend pas jamais en traître, elle est honnête et elle est plutôt généreuse. Vous m'avez raconté une petite anecdote tout à l'heure. Vous pouvez la dire ou pas sur la photocopieuse? Non, pas la photocopieuse, la machine à café. La machine à café. Mais je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Je sais juste que c'est Jean-François Kahn qui a fait partir Elisabeth Lévy de Marianne. Oui. Ce qui lui a permis, d'ailleurs, ça fait une chance pour elle, ça lui a permis de fonder son journal et donc d'exister par elle-même. Mais apparemment, il l'aurait fait un jour où, énervée, je crois, parce qu'on lui avait coupé un papier, elle s'était fâchée contre la machine à café, elle l'avait cassée. Elle a cassé la machine à café. Donc du coup, ça a énervé Jean-François Kahn. Qui a considéré que c'était une occasion. De la licencier, d'accord. Mais ça ne m'étonne pas du tout d'Elisabeth Lévy. On adore qu'elle vienne cacher des machines à café chez C8 quand elle veut, parce que franchement, elle est extraordinaire. Allez, portrait avec Madame Natacha Polony, c'est maintenant sur C8. On part dans le Val d'Oise ? Ouf. Deuil-la-Barre, ça vous dit quelque chose ? Oui. Eh ben oui. Alors, un papa gastro-entérologue. Oui, des parents médecins en fait, famille de médecins. Maman, c'était les yeux. Voilà. Arrière-grand-père médecin, grand-père médecin, parents médecins. Il y avait une vocation familiale qui a été rompue à la génération suivante. Une éducation un petit peu coincée, je crois. Je me trompe ? Alors oui, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, si on veut prendre le côté un peu péjoratif, et c'est moi-même qui l'ai dit, éducation coincée, et c'est vrai, j'ai eu une éducation très stricte, mais le côté positif, c'est qu'en fait, c'était une éducation avec énormément de valeurs et de règles. C'est-à-dire que c'était une éducation assez classique dans ce qu'on peut appeler la petite bourgeoisie française, parce que c'est ça, en fait, c'était... Vous voyez, on était... Vous qualifiez comme une bourgeoise, Nathalie ? Alors, oui, de fait, je ne fais pas partie des prolétaires avec des parents médecins, mais des parents qui étaient pas non plus extrêmement riches. Mais on avait ces règles, c'était l'idée de la méritocratie. Donc en gros, il faut travailler. Mes parents ont choisi de faire médecine, ma mère me l'a toujours dit, parce que c'était un métier où on était au service des autres. Et avec en plus le côté assez beau de l'œil chez elle, elle aimait ça, il y avait quelque chose d'assez fascinant. Mais elle m'expliquait que c'était pour servir. Et du coup, j'ai grandi avec cette idée-là. On s'élève socialement
par le travail, on respecte les règles et on sera récompensé. Ce que vous avez inculqué aussi à vos enfants, si je ne me trompe pas, mais on y reviendra dans un instant. Vous parlez de votre maman au passé, Natacha ? Non, elle est toujours vivante, ma mère. Mais non, j'ai la chance d'avoir encore mes parents parce qu'ils ont eu des enfants assez jeunes. Mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont eu des parcours de vie difficiles. J'en parle assez peu en général parce que j'estime qu'ils n'ont pas choisi, ma famille n'a pas choisi la notoriété. Ils l'ont mal vécu, ça, le fait d'avoir une fille qui est exposée, parce que vous avez été, quand vous parlez, vous n'êtes pas discrète dans les médias. Non, mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que les gens autour ne choisissent pas. Ouais. Donc il n'y a aucune raison que je les implique contre leur gré. C'est déjà compliqué pour eux. Ils voient leur nom à eux exposé dans les journaux. Ouais. Vous voyez, ça a été compliqué, ça, Natacha, à gérer ? Dans une famille qui est une famille qui a toujours été discrète, où on m'apprenait justement qu'il ne faut pas se mettre en avant, qu'il faut respecter les règles, etc., c'est sûr que c'est assez compliqué. Votre maman, c'est du genre à vous dire bon là, tes cheveux, ça allait pas du tout, Natacha. T'aurais dû les mettre de ce côté-là ou de ce côté-là, ou pas du tout ? Ma mère ne regarde absolument pas la télévision. D'accord, elle veut pas, d'accord. Et papa ? Et papa non plus. Voilà, c'est pas du tout leur univers, donc de fait, ils n'iront jamais commenter ce genre de choses. Et heureusement. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour eux dans votre accomplissement personnel par rapport aux médias ? Alors. Déjà, je ne dirais pas qu'en fait, j'ai fait une carrière dans les médias. J'ai fait une carrière de journaliste qui défend des idées. J'ai commencé par m'engager en politique, puis ensuite je suis devenue journaliste. Donc du coup, c'est surtout ça la question, c'est qu'ils ne partagent pas forcément les idées que je défends. D'accord. Et du coup, c'est un peu compliqué pour eux. Pour les repas de famille. Voilà, au moins ça donne des débats. Ah d'accord, donc ça gueule chez les Polonais. Toujours. Ah ouais ? Enfin, non, ça gueule pas. Non, mais c'est drôle. Mais en tout cas, déjà quand j'étais petite, j'étais dans une famille où on parlait, où on débattait, où on discutait. Moi, j'ai toujours entendu des... Quel genre de discours ne passe pas ? C'est pas que ça passe pas, mais c'est que mes parents vont avoir un côté, on va dire, plus... moins révolutionnaire. D'accord, ok. Ouais. Donc ils vous disent, calme-toi. Alors, ils ne me le diront pas, mais en tout cas, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait... Plutôt de gauche, si j'ai bien compris, les parents ? Non, justement. Non, quand même. Non, je pense que les critiques que je peux émettre sur le système économique ne sont pas forcément leur tasse de thé, mais encore une fois, ce serait à eux de le dire. Ce n'est pas à moi de leur coller une étiquette politique. On va les inviter, vous inquiétez pas, vos parents. Bon, allez, on enchaîne avec un thème important, évidemment, c'est l'amour, avec une photo. Hein ? Et ça vous fait rire, pourquoi ? Belle tenue, en tout cas. Oui, vous savez, c'est compliqué. Hein. On était invités au Festival de Cannes. Il faut quand même... mettre le paquet. Surtout, je crois que vous faites tout vous-même, si je ne me trompe pas. Alors, à l'époque, non. Là, maintenant, oui. Mais donc, là, ce que vous portez, vous l'avez fait entièrement ? Oui. Tout ? Oui, couture, tricot. Donc là, la veste, là, c'est le revers avec la petite, la couleur saumon, tout ça. La poche passe-poilée, etc. C'est moi qui ai cousu avec ma petite machine. Et le petit tricot, c'est vous ? J'ai tricoté. Vous l'avez tricoté ? Oui. Mais vous avez le temps de faire ça ? Alors, en fait, il faut bien s'imaginer que quand on est stressé, c'est le truc qui détend le plus. Le tricotement ? Alors, le tricotage. Surtout la couture, parce que la couture, ça nécessite énormément de concentration. D'accord. Donc, si vous pensez à autre chose, vous vous plantez. Et donc, c'est un apaisement. Il y a une espèce de côté totalement monacal. On s'absorbe. J'adore les belles matières, les belles couleurs, et l'idée de faire quelque chose de ses mains et que ce quelque chose va rester. Mais vous mettez combien de temps à faire une veste comme ça ? Ça prend à peu près 3 jours. 3 jours ? Mais c'est rien ! Mais... Ah oui, d'accord. Mais il fait quoi, votre mari, Perico Légas, pendant ce temps-là ? Il vous regarde ? Alors, il ronchonne parce qu'il y a des tissus partout dans la maison. Ah bah oui, voilà. C'est normal. Il trouve que j'y passe trop de temps. C'est normal, mais Natacha, 3 jours sur une veste. Et lui-même étant totalement fashion-proof, c'est-à-dire que la mode ne passe pas par lui, il est totalement hermétique à ça. Il est capable de réutiliser un vêtement jusqu'à ce qu'il soit usé jusqu'à la corde, il s'en fiche complètement. Il va faire du jardinage, creuser la terre avec ses pantalons, donc il revient, le truc est totalement troué, plein de boue, voilà. Donc c'est sûr qu'il y a un petit décalage. Bon, ça c'est une histoire d'amour qui dure, hein, en tout cas. On s'est rencontrés à Marianne.
Comme quoi, on rencontre toujours, c'est sur le lieu de travail. Hein. Et il était déjà critique gastronomique. C'est pour ça qu'on connaît, hein, évidemment, parce que c'est un grand critique gastronomique. Oui, et moi j'arrivais petite pigiste, voilà. J'ai commencé à écrire sur l'éducation, sur la laïcité. À l'époque, je portais un grand foulard sur mes cheveux, très souvent, un peu comme, vous savez, comme le tableau de Vermeer, La jeune fille à la perle. Et donc, pendant les conférences de rédaction, il y avait les affaires de voile. Et j'étais chargée d'écrire sur la laïcité. Et donc, ils blaguaient en disant « Mais on va quand même pas confier les papiers sur la laïcité à quelqu'un qui porte un foulard, enfin !» Jamais eu de break? Non. Toujours bien passé. Vous avez ce côté très doux en même temps, et lui peut-être un peu plus punchy. Mais qui, alors, a la culotte à la maison? Je pense qu'un couple équilibré, c'est un couple dans lequel il y a deux personnalités qui s'équilibrent, très différentes. Ça peut être, nous on est mais vraiment aux antipodes, mais en même temps, il n'y en a jamais un qui domine l'autre, ou plutôt c'est par moment. C'est une espèce de... Quels sont les sujets compliqués? On est d'accord sur rien, là aussi. Enfin, je veux dire, sur rien, non, j'exagère. On a des valeurs communes. D'accord. On a, vous voyez, une vision de la vie, de ce que c'est que le bonheur, la beauté des choses, qui est partagée. D'accord. Après, il y a des fois où, par exemple, quand il est invité sur des plateaux de télé qui disent certaines choses, ça me hérisse, et l'inverse doit être vrai. Voilà, on n'a pas... Alors du coup, mais vous le bloquez un peu par rapport à ça? Je veux dire, vous lui mettez des limites à votre mari ou pas du tout? Vous lui dites, non mais ça, tu peux pas le dire. Alors, quand on connaît Perico, on comprend que c'est peut-être pas la peine d'essayer de lui mettre des limites. Donc, en revanche, on débat. Je dis, mais comment tu peux dire ça? C'est pas possible, enfin, etc. Voilà. Oui, donc c'est le bazar à la maison. Bah oui, j'adore, c'est génial. Il avait déclaré dans Estelle Midi, donc en septembre 2021. Il déclare beaucoup de choses dans Estelle Midi, je crois. Ça vous énerve? Ah non, mais c'est drôle. Alors, c'était chez Estelle Denis, évidemment, qu'on embrasse, et j'espère qu'elle viendra nous faire un petit coucou dans l'émission. Qu'il approuvait la position d'Éric Zemmour sur l'interdiction des prénoms à consonance arabe. Alors non, justement. Ah bon? Ça, c'est un truc... Eh bien oui, mais ça, c'est un truc dont il a beaucoup souffert. Il a dit exactement le contraire. Ah bon? Et en fait, le community manager... Parce que le community manager qui a tweeté, en fait, s'est planté, tout simplement. Et a écrit ça. Donc ce que vous avez vu, en effet, c'est ce qui a été retranscrit. Mais si vous écoutez son propos, non seulement il dit qu'il n'est pas d'accord, il dit, attention, ça dépend quel sens il y a dans le choix. Par exemple, quand on appelle son enfant djihad pour une volonté, ce qui est arrivé, dans une volonté militante, c'est sûr que là, ça pose problème. Mais sinon, il a même dit dans cette émission, mais moi, si j'habitais dans un pays musulman, mais je serais fière de donner un prénom musulman à mes enfants. Donc, vous voyez, d'accord. Oui, en effet, sauf que ça lui est tombé dessus, mais vous n'imaginez pas, c'est qu'encore maintenant, il se fait traiter de raciste par des gens qui n'ont pas regardé cette émission. C'est absolument effarant, et ça vous montre la puissance des réseaux sociaux. Je me suis fait moi-même avoir. Voilà, mais heureusement qu'on peut rétablir, mais sauf que, vous voyez, le mal est fait, en fait. Et c'est ça qui ça l'a fait vraiment souffrir, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont continué, notamment des... Vous savez, dans ces cas-là, il y a des journalistes qui ont dit « Mais regardez l'émission, vous verrez bien qu'il dit exactement le contraire. » Et ils ne veulent pas en démordre. Une fois qu'ils ont écrit un truc, ils vont pas s'excuser, évidemment. Donc c'est très pervers. C'est un extrait, oui. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il dit avant, c'est « Je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour, sauf si il y a ça. » Et on retient que le « sauf si ». Mais voilà, et ce qu'il dit après, en revanche, c'est si j'habitais dans un pays musulman, je serais très fière de donner un prénom musulman à mon enfant. Et donc, vous voyez, on coupe cette partie-là, qui est la partie uniquement polémique. Je trouve ça un petit peu dommage, mais écoutez toute l'émission et vous verrez. C'est pas du tout ce qu'il dit. Pourquoi on ne l'a pas vu dans Top Chef, Master Chef, toutes ces émissions qui font des cartons d'ailleurs, parce que les gens adorent la cuisine? Parce que je pense qu'il a sa conception de son métier, c'est plutôt d'aller faire des émissions dans lesquelles il va rencontrer des paysans, dans lesquelles il va défendre des gens qui, vous voyez, des terroirs. Vous savez, il a pendant très longtemps animé son émission Manger c'est voter. Ouais. Là, il continue à en assurer la rédaction en chef. C'est une émission qui va chercher tel chef d'une cantine qui fait du bio, qui fait de la qualité, tel producteur de fromage, tel éleveur.
saveurs. Vous voyez, c'est plutôt ça, sa conception. Il n'aime pas le côté gastronomie uniquement, qui fait chic, qui est pour les gens riches. Ce qu'il aime, c'est la perpétuation d'un savoir-faire. Vous en parlez bien, Natacha, j'adore. Elle est tellement amoureuse, c'est trop beau. Eneko, Cosima, Bartholomé. Cosima, excusez-moi, petite erreur. Bon, alors ça, c'est des prénoms, ils ont fait même, j'ai vu beaucoup d'articles parce qu'ils sont étonnants, ces prénoms. En fait, pas tant que ça. Si vous regardez, Eneko, c'est un prénom basque. Très courant au Pays Basque. D'accord. C'était le prénom du fondateur de la dynastie des rois de Navarre, celui qui a collé la pâtée à Roland à Roncevaux, vous voyez. D'accord. En fait, c'est pas Charles. Vous voyez, c'est pas les morts qui ont collé la pâtée au neveu de Charlemagne. C'est des Basques. Cosima, c'est un prénom italien, c'est le féminin de Côme, Cosimo, et c'est en l'honneur du lac de Côme, qui est un des plus beaux endroits du monde. Et Bartholomé, c'est espagnol, et c'est en l'honneur de Bartolomé de las Casas, qui est le moine dominicain qui a défendu la cause des Indiens d'Amérique lors de la controverse de Valladolid. Il a essayé de convaincre il y a une vraie histoire sur chaque prénom. Hein. D'arrêter de massacrer les Indiens et de les réduire en esclavage. Est-ce que cette sévérité que vous avez vécue quand vous étiez petite, vous me disiez tout à l'heure que c'était quand même assez strict, vous l'avez aussi fait sur vos enfants, Natacha Polony? Disons que j'ai eu à cœur de leur transmettre le fait qu'ils ont de la chance. Ils ont de la chance de grandir dans une famille qui vit plutôt bien, qui n'a pas de grands malheurs, qu'ils vivent dans un monde, pour l'instant, où il y a encore de la paix. Ouais. Et j'essaye de leur montrer qu'ils doivent être dignes de ça. D'accord, et qu'ils doivent Donc, éducation sévère ? Alors, ou stricte ? Certains considéreront que c'est sévère et que c'est strict. Moi, j'estime que c'est une chance. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous mettez comme limite à vos enfants, Natacha ? Déjà, la base, c'est-à-dire que je leur ai appris qu'on n'enquiquinait pas les autres. Ouais. Donc, on se tient correctement, on ne hurle pas dans un wagon de train, ou on se tient bien au restaurant, on est poli, on dit bonjour aux gens qu'on croise, on fait attention aux autres. Vous voyez, la base, c'est-à-dire que je leur ai appris qu'ils vivaient en société. Ils n'étaient pas le nombril du monde. Et pour moi, c'est en fait leur rendre service que de leur apprendre ça, parce que ça veut dire que quand ils seront plus grands, on les aimera par le fait qu'ils sont tournés vers les autres. Pas de photos, j'ai pratiquement rien vu dans les médias. Ah non, évidemment, mais surtout pas. Vous voyez, là aussi, ils n'ont pas choisi que leurs parents soient célèbres. Ouais. Donc, on n'a pas à leur imposer ça. Eux, ils vivent leur vie. Ça a déjà été suffisamment pénible pour eux c'est vrai, de voir leur maman à la télévision. Ça a été dur pour eux, ça ? Imaginez, pour un enfant, c'est pas anodin. Alors, c'est vrai, nous, on regarde assez peu la télévision justement pour ça, mais enfin, de toute façon, ils voient bien. Et puis, quand on est dans la rue et que des gens m'arrêtent pour me dire, mais souvent de façon très gentille, j'adore ce que vous faites et tout. Mais pour un enfant, il y a quelque chose d'un peu particulier, comme si on leur prenait leur mère. Ouais. Donc, il faut les protéger de ça. Et il faut leur expliquer que là aussi, c'est pas la norme, c'est un peu spécial, mais que pour autant, on essaye de faire en sorte qu'ils aient leur espace préservé. 15 avril 1975. Ah Et oui. 48 ans. Et oui, déjà. Et pas une seule ride, mais vraiment, pas une. Alors, j'ai la chance d'avoir plutôt une bonne génétique. Natacha. Ah non, arrêtez. Non, c'est vrai. Il y a eu des petites... Non, rien du tout. Ah non. C'est fou, alors. Non, mais vous savez, j'ai une mère, c'était d'ailleurs très perturbant, moi aussi, parce que c'était ma mère, à chaque fois qu'on était toutes les deux, je me disais, oh, vous avez de la chance d'avoir une maman comme ça, oh, mais c'est votre sœur, etc. Ouais. Et je tiens ça aussi de ma grand-mère, donc je croise les doigts. Mais... Vous ne ridez pas. Alors non. Pas. Mais bon, après, il y a bien un moment où tout ça va s'affaisser. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, l'extraordinaire chanson chantée par Juliette Gréco, « Si tu t'imagines ». Les paroles sont de Raymond Queneau. « Si tu t'imagines, fillette, que ça va durer toujours, la saison des amours ». Et à un moment, il y a ces paroles extraordinaires. « Très sournoise approche, la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle, la vachie ». Alors, la pesante graisse, ce n'est pas parce que vous êtes avec Périgord-Légas que vous avez pris 1 gramme en tout cas. Hein. Pourtant, il doit vous faire des bons petits plats. Si si, mais je sais le cacher. Ah bon? Ah oui. Non, vous avez pris du poids depuis que vous êtes avec votre mari?
Mais puis attendez, 3 enfants, vous croyez que ça se fait Ah comment? oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est à cause de ces types-là? Vous savez, les meilleures vaches, ce sont les vaches de réforme qui ont fait des veaux, parce que la viande est persillée, c'est-à-dire qu'il y a du gras dans la chair. Et bien là, c'est pareil. Bon, c'est comme ça. On n'imagine pas du tout. C'est la vie. Ça vous complexe? Non, j'ai été très complexée quand j'étais adolescente. Par votre poids? Parce que quand j'ai eu, comme beaucoup de filles, une période un petit peu ronde, et c'est très dur. C'est très dur quand on a 15-16 ans et qu'on n'assume pas son corps. D'accord. Et voilà, sauf que c'est un poids qui vous a fait peur comment dire, quand on se sent pas jolie, c'est dur. Ouais, à une période où, en plus, vous savez, l'adolescence, c'est quand même une période violente, c'est la compétition sur le grand marché du désir et du sex appeal, et moi, j'étais hors marché. Ah bon? Mais ce poids, vous l'avez perdu? Je l'ai perdu naturellement, naturellement, au fur et à mesure. Mais de fait, non, mais c'est, comment dire, on est forcément tous mitraillés, matraqués d'images. Le rapport au corps est très, très modifié par les écrans, les images. C'est une lutte permanente pour ne pas être esclave de ça. Cette coupe de cheveux qui fait votre renommée, parce que c'est vrai que c'est votre truc aussi à vous. Vous avez toujours eu les cheveux courts ou vous les avez eu longs avant? Alors d'abord, non, j'ai eu les cheveux longs comme toutes les petites filles sages et rangées. Je les ai coupés pour la première fois et je suis rentrée la première fois de ma vie chez un coiffeur. J'avais, je pense, 19 ans. D'accord, 20 ans. Et vous avez tout coupé? Et je les ai coupés. Et après, ça a oscillé. Parce qu'en fait, il faut bien reconnaître, je n'ai pas la chance d'avoir une sublime chevelure. Ah bon? Pourtant, ils sont bien vos cheveux, je vois pas. Ah non, vous les verriez longs, non. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont longs? À chaque fois, je les ai laissés repousser en pensant que ça s'améliorerait et jamais. D'accord. Donc, court, c'est bien. Court. C'est dur à porter, une coupe courte pour une femme? Alors, pour moi, non. Parce que, en fait, c'est la coupe qui correspond un peu à mon caractère. Bah oui, c'est un côté un peu strict. À la fois strict, à la fois un petit peu jouant sur le féminin et le masculin. Oui, c'est vrai. Ouais. Voyez, c'est vrai que vous êtes un peu... Il y a un côté ambivalent chez vous, c'est marrant. Même sur votre tenue, vous voyez, vous avez la même veste que moi, pratiquement. J'ai une veste de mec, même si, elle n'est pas complètement de mec. Et ça, c'est une volonté, ça, Natacha, d'un peu sur ce côté androgyne? Ça m'est venu naturellement, mais ça veut dire, là aussi, quand vous avez 15 ans et que vous faites 1m77, déjà, vous comprenez très très vite que le côté femme-enfant, petite chose que les mecs vont protéger, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, ouais. Moi, le seul mec qui s'est adressé à moi pendant mes 3 années de lycée, il s'est approché de moi, il m'a fait « Toi, de toute façon, tu fais peur » et il est reparti. Ah bon? Ah bah d'accord. Donc, bon... Mais c'est intéressant de savoir ça. S'adapter, quoi. On s'imagine pas, c'est vrai, hein. Ouais. Comme quoi, vous voyez, donc votre grande taille vous complexait du coup, Natacha? Ah ben, je pense que toutes les filles qui sont très grandes par rapport aux mecs, vous savez, la taille moyenne des hommes en France, aux dernières nouvelles, c'était 1m75. Donc bon, voilà, il faut faire avec des grands bras. Et puis c'est pas le mètre. Moi, je faisais pas le 1m77 athlétique, parce qu'à côté de ça, les cours de sport, c'était un cauchemar absolu. Donc bon. On vous voit toujours heureuse. Vous avez eu des moments plus compliqués, des moments de doute, des moments de déprime? Alors d'abord, je passe ma vie à avoir des moments de doute. La déprime et le doute, c'est pas pareil. Ouais. Mais je passe ma vie à avoir des moments de doute. Mais j'ai des doutes comme des cathédrales gothiques, moi. Ah oui? Bien sûr. Mais heureusement qu'on passe... moi, je passe mon temps à me demander ce que je fais là, à me dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien mon travail, est-ce que je suis... ne serait-ce que, est-ce que je suis en conformité avec ce que je défends? Ouais. Est-ce que je suis honnête dans ma manière de défendre des idées Alors, l'avantage, c'est qu'a priori, je sais pas, par exemple, je sais pas mentir. C'est-à-dire que moi, si je commence à raconter sur un plateau de télévision un truc auquel je ne crois pas, je deviens rouge écarlate, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé une fois. C'était sur quel plateau? Eh ben non, ne me le dites pas, on le saura dans un instant. Quand est-ce que Natacha Polony a menti? Ce sera dans un instant sur C8, juste après une petite pause café, n'est-ce pas, Natacha? Allez, oui. On trinque et on vient dans un instant, vous allez nous raconter vos mensonges. Les questions cachées arrivent, évidemment, et on parlera d'On n'est pas couché. Évidemment, cette émission qui vous a révélé aux yeux du public. À tout de suite. À tout de suite. Ah, c'est une petite penteuse, on va voir ça.
Deuxième partie chez Jordan. Merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver. Notre petit café, on s'est fait un petit expresso. On parlait mensonges juste avant de rentrer dans les coulisses de la télé. Alors, rentrons-y dans les coulisses de la télé. On va vous révéler quelque chose. C'est parti. Coulisses de la télé, chère Natacha Polony. Juste avant la pub, vous me disiez que vous aviez menti une seule fois sur un plateau. Disons que en tout cas, je n'ai pas dit ce que je pensais et ça s'est vu. J'ai été mauvaise et du coup, j'ai jamais recommencé. C'était tout simplement à une époque où, donc après Marianne, j'étais journaliste au Figaro sur les questions d'éducation, ça c'est très bien. Sauf que j'étais invitée sur des plateaux de télé, comme il y a aujourd'hui, c'est pour commenter l'actualité. Et c'était un moment où je crois que Brice Hortefeux était mis en examen ou quelque chose comme ça. Et pour la seule fois, ça m'était jamais arrivé, un de mes supérieurs au Figaro m'a dit « Alors attention, tu fais attention sur Brice Hortefeux, tu n'attaques pas, tu fais gaffe à ce que tu dis, essaye d'être un peu mesuré. » Alors qu'évidemment, c'était quand même moyennement défendable. Oui, c'est envie de mettre le paquet. Et là, je me suis retrouvée sur un plateau, obligée de me contorsionner. Ah bah oui, de défendre quelqu'un que vous n'aviez pas envie de défendre. Voilà, et j'étais nulle, je ne savais pas faire. Moi, les numéros de claquettes, les trucs, mais il faut bien comprendre, n'est-ce pas, etc. Ce sont des attaques totalement populistes. Je ne sais pas faire, donc j'ai été, ça se voyait et ça s'est sur vu, ma vous tête. en êtes voulu. Et donc je me suis dit plus jamais, quoi. Émission de télé qu'on aime tous et toutes, évidemment. Cette musique, ça fait bizarre de réentendre cette musique. Elle est avec nous aujourd'hui, Natacha Polony. Ah, ça fait plaisir de vous avoir et d'entendre cette musique que vous détestez, donc vous me disiez ? Non, ça me fait très bizarre de l'entendre. J'ai cru comprendre, je déteste. Non, au contraire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Ouais. Ça rappelle des souvenirs, c'était incroyable comme émission. Le binôme était pas mal aussi. Alors lequel ? Parce que moi j'en ai fait deux. Vous en avez fait deux, il y a eu notamment Audrey Pulvar, voilà. Je ne compte pas, et puis il y a eu après Aymeric Caron. Aymeric Caron, en effet. Vous avez préféré quel duo ? Très honnêtement, Audrey Pulvar. Audrey Pulvar. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aymeric Caron qui ne vous a pas plu, Natacha Polony ? Disons que Aymeric Caron a du mal à comprendre qu'on n'ait pas les mêmes idées que lui. Ah oui, mais même hors du plateau ? Oui. D'accord. Vous voyez, je pense, moi j'aime qu'il y ait du respect entre des gens qui... Alors vous parlez de respect carrément ? Entre des gens qui ne pensent pas la même chose. Le respect, ça va loin, quoi. Oui. Mais ça a été loin. Écoutez, oui, je peux le dire. Alors, je ne suis pas partie à cause de ça. Je suis partie parce que, de toute façon, j'estime que dans une émission comme celle-là, il ne faut pas rester trop longtemps, sinon on devient vite une caricature. C'est très vrai, ce que vous dites. Oui, on devient un personnage. De toute façon, votre parcours est jalonné. Vous avez été dans plein d'endroits. Voilà, j'estime Figaro, qu'il Marianne. Il ne faut pas s'incruster, sauf quand on est vraiment à sa place. C'est-à-dire que Marianne, c'est... Mais il fait partie d'une des raisons pour laquelle vous êtes partie ? C'est-à-dire qu'en tout cas, je pense que les relations n'étaient pas... Enfin, ça se voyait d'ailleurs à l'antenne. C'est-à-dire que... il y a une... Je sens que vous voulez dire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le dire. Non, c'est pas ça. C'est que j'estime que c'est pas la peine de... j'ai horreur de ce genre de polémique. Après, c'est des genres de phrases qui sont reprises partout. J'ai pas envie, moi. Mais est-ce que je peux juste vous demander ce qui vous a le plus choqué ? Juste que je puisse comprendre, moi. Parce que... Il y a plusieurs choses, mais il y a le fait que je n'aime... Comment dire ? Aymeric Caron avait une façon assez agressive de défendre ses idées et de considérer que tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont des crypto-fascistes. Et je n'aime pas tellement ça. D'accord, là je comprends mieux. Okay. Voilà, ça, et puis 2-3 épisodes très précis. D'accord, qui vous sont restés dans la tête. Oui, puis moi, encore une fois, j'aime bien travailler dans une ambiance de respect. J'ai travaillé avec des tas de gens qui ne pensent pas la même chose que moi, ne serait-ce qu'à Marianne, il y a des tas de gens qui... Ça veut dire que ça allait au-delà du plateau, c'est ça que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que quand vous parlez de respect, c'est même en dehors du plateau, quoi. C'est-à-dire que vous détestiez même sur le plateau, quoi. Et en dehors. Moi non, enfin bon, je sentais des ondes négatives, j'aime pas ça. Bah oui, c'est normal. Vous voyez pas, vous Vous sentez pas d'ondes négatives, là ? Là, non. Non, d'accord. Vous voyez, voilà, il y a du respect, c'est sympathique. Je vais vous faire un câlin tout à l'heure, en fin d'émission.
Tiens, c'était intéressant cette photo qu'on avait tout de suite, parce que c'est un autre duo. Il y a eu Émeric Caron avec Léa Salamé. Léa Salamé, qui est maintenant sur France 2, qui a sa propre émission. Oui. Vous en pensez quoi ? Bah écoutez, elle a l'air d'être heureuse et de faire ça bien. Hein. C'est... Ruquier qui débarque sur BFM, vous avez eu quelle réaction, Natacha Polony ? C'est un pari, c'est risqué. C'est gagné ? C'est étonnant. Écoutez, c'est sur le long terme qu'on voit si c'est gagné. Et puis je vais vous dire, c'est une tranche épouvantable, le 20h, 21h. Je le sais, puisque moi je l'ai faite il y a 2 ans sur BFM pendant la campagne présidentielle. Et c'est pas facile. Vous avez échangé avec Laurent Ruquier quand il est parti sur BFM ou pas du tout ? Il m'a proposé de venir, de passer de temps en temps dans son émission. Et écoutez, moi je suis directrice de Marianne, donc j'ai besoin de faire connaître mon journal partout. Donc je vais sur tous les plateaux et donc j'irai sur le sien. Donc vous allez y aller, d'accord. Ouais, en chroniqueuse, donc de temps en temps ? De temps en temps. C'est bien ça. Pour commenter l'actualité, pour débattre. Mais on savait pas ça. Parce que ça fait partie de mon boulot, moi, de directrice de D'accord. Marianne. Donc vous allez redevenir chroniqueuse pour Laurent. Alors, de temps en temps. Non, mais... justement, c'est pas. Vous voyez, l'histoire repasse pas les plats. Moi, je suis directrice de Marianne et je vais défendre les idées et le oui, mais dans travail la de tête mon des journal. gens, Natacha Polony. Eh ben, ça sera reconstitution de l'île dissoute et on verra bien. D'accord. Donc vous allez redevenir chroniqueuse à temps partiel pour Laurent Ruquier. C'est drôle. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est marrant. Le départ, il a été compliqué. D'en n'est pas couché. Non, puisque c'est moi qui ai annoncé très tôt que je partais. Comment il réagit, Laurent Ruquier ? J'ai eu l'impression... Alors, je sais que Catherine Barma n'était pas très contente. La productrice de l'émission. Il y avait un côté un peu... on ne quitte pas Catherine Barma, c'est Catherine Barma qui vous quitte. Ah oui, d'accord. Oui, mais on la connaît, on adore Catherine Barma. Mais oui, mais évidemment. Parce qu'elle a un tempérament c'est une femme qui a une Florence poigne Foresti l'a limité très très bien. Exactement. Mais non, je pense qu'au contraire, j'ai instauré une espèce de règle de départ au bout de 3 ans qui ensuite a été reproduite pour les autres chroniqueurs et c'était pas plus mal. Autre chroniqueur de cette émission, On n'est pas couché évidemment, qui a fait la notoriété aussi d'un des deux notamment, c'est Éric Zemmour. Oula, vous avez les yeux qui... Non, mais c'est marrant, ils étaient jeunes sur cette photo. Ah, allez hop, tiens, c'est taquet. Ah mais non, c'est pas un taquet, moi aussi j'ai vieilli. Alors les gars, vous avez été étonnés par la reconversion d'Éric Zemmour ? Non. Non. Alors d'abord, si vous regardez les parcours des chroniqueurs d'On n'est pas couché, entre Émeric Caron qui est député, Audrey Pulvar qui a été candidate aux européennes, aux régionales... D'ailleurs, c'est une erreur ce qu'elle a fait, Audrey Pulvar. J'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure quand il y a la photo. D'être partie en politique, pour vous, Natacha Polony ? Alors non. En revanche, elle a perdu son poste à On n'est pas couché, non pas parce qu'elle partait en politique à l'époque, mais parce qu'elle était la compagne d'Arnaud Montebourg qui était ministre. Et pendant toute l'année, Catherine Barma l'avait maintenue en disant « on s'en fiche, elle est indépendante », etc. Ouais. Et au moment de la primaire des socialistes, où Arnaud Montebourg a fait un très beau score, elle s'est affichée avec lui. Et là, il y avait une confusion des genres qui lui a été reprochée. Et je pense que c'est dommage, parce qu'elle a perdu cette place qui était la sienne et qui était intéressante. Elle apportait quelque chose. C'est comme ça. Mais vous voyez, c'est pas parce que c'est quelque chose de très compliqué, les couples journalistes et politiques. Ah bah oui, c'est pas facile, hein. Ça induit des choses. Regardez Léa Salamé avec Raphaël Glucksmann. Enfin, c'est pas évident. Et ça arrive dans le sens femme journaliste et homme politique, mais ça va arriver de plus en plus dans l'autre sens aussi, parce que les choses peuvent... Le duo avec Léa Salamé, ça aurait pu le faire avec vous ? Oui, je pense. Ouais, parce qu'elle a du tempérament, vous aussi, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, on est assez complémentaires, en fait. Elle est très journaliste et très bonne intervieweuse. Je suis j'allais dire, moins directement journaliste, donc ça se complète. Et chroniqueuse chez elle, vous auriez dit oui ? Encore une fois, je suis pas... Vous voyez, là, je suis chroniqueuse à Célébdo. Pourquoi ? Parce que Aurélie Casse me l'a demandé. D'accord. Et que j'adore Aurélie Casse. Okay. On s'est très bien entendu sur BFM. Vous savez, elle était, quand j'animais... Enfin, c'était elle qui animait Polo News, l'émission que je portais sur BFM. Et c'est une fille géniale. Donc, elle m'a demandé, je suis venue. Mais chroniqueuse, c'est pas un truc après lequel je cours. D'ailleurs, BFM TV, ça me fait penser à une nouvelle arrivante qui est chez nous sur C8 et qu'on embrasse très fort. C'est Pascal Latour-Dupin, qui vous embrasse adorable, d'ailleurs. Mais qui est quelqu'un de formidable. Est-ce qu'elle a fait un bon choix de venir sur C8 ?
Tous les choix, toutes les prises de risque sont des bons choix, je trouve. Se remettre en question, tenter quelque chose, vous savez... Vous avez été étonnée ? Non, parce que c'est une fille extrêmement, justement, dynamique, étonnante. Elle est comme ça. Parce que vous avez été, donc, en l'occurrence, chroniqueuse ou... J'étais surtout... alors, on s'est croisés plusieurs fois avec Pascal. On s'est croisés notamment à LCI, quand moi, je faisais une revue de presse et qu'elle, elle animait la matinale, si je me souviens bien. Enfin bon, je l'ai croisée dans différents endroits. Et c'est quelqu'un d'abord qui... Comment dire ? C'est un antidépresseur, Pascal. C'est un antidépresseur ? Mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'elle est tout le temps joviale. Elle est joyeuse. Ça fait un bien fou. Et vous retrouvez évidemment dès ce soir la très jolie Pascal Latour-du-Pin avec ses chroniqueurs dans PAF sur C8, juste avant Touche pas mon poste avec monsieur Cyril Hanouna. Continuons tout de suite avec les terribles questions cash. C'est parti. Quand on s'appelle Natacha Polony, quel est le plus gros salaire qu'on a touché dans une émission de télé ? Écoutez, j'ai pas l'habitude de parler de ça parce que même sur les émissions où j'étais très peu payée, j'ai eu la bêtise de le dire et ça m'a été ensuite reproché. Donc, On n'est pas couché, je crois que c'était 1300 par émission. Oui, c'est ça, voilà. Et on m'a expliqué que c'était monstrueux, alors que c'était une émission qui durait 5 heures où il fallait bosser toute la semaine, lire des livres et tout. Et j'ai des confrères journalistes qui ont trouvé que c'était beau. Donc vous voyez, les critères des gens, voilà, ça n'a pas de sens. Mais de fait, on est privilégié. Oui, bien sûr. Mais vous avez eu plus que 1300 € par tournage sur d'autres émissions. Sur d'autres émissions. L'émission qui était le plus intéressante pour vous, c'était quoi ? C'était Les Terriens du Dimanche, peut-être ? Ah, en termes de salaire ? Non. Mais de fait, je fais une différence d'abord majeure entre le service public et les chaînes privées. Oui. Quand c'est le service public, c'est l'argent du contribuable. Donc c'est normal de ne pas être beaucoup payé. Le jour où vous êtes fait voler quelque chose, ça vous est arrivé, ça ? Quand j'étais petite, on habitait un appartement qui était pas très protégé. On s'est fait cambrioler plusieurs fois. Ah oui ? Et j'ai des souvenirs de... Enfin, c'est très marquant. C'est très marquant quand vous êtes enfant et que vous rentrez et que... Vous voyez, enfin, je sais pas, un jour de Noël, on avait eu un... Ça paraît absurde, mais... un magnétoscope. Et c'était le truc... oui, voilà, bien sûr, mais à l'époque, c'était le cadeau de Noël, quoi. Ouais. Et le jour même, on va déjeuner chez mes grands-parents et on revient, on avait été cambriolés. Tout avait disparu. Tout avait disparu. Et c'est extrêmement violent pour des mots, mais c'était tout le temps. Le pire souvenir, Natacha Polony, que vous avez sur un tournage de télé, est-ce que vous en souvenez ? Oh, j'en ai plusieurs. Mais vous en avez plusieurs, d'accord. Oui, c'est pas toujours très agréable des tournages télé, mais il y a des fois où on se demande ce qu'on fait là, où on a l'impression de pas... Comment dire ? De pas être légitime. Alors, il y a les moments où on a l'impression de ne pas être légitime, ou en tout cas, on se demande si on a réussi à faire passer des idées. D'accord. Si on a réussi à faire comprendre ce qu'on voulait dire. Il y a les moments où on a l'impression de participer à un spectacle et à ajouter, au lieu d'apporter des idées et des choses justes, où on a l'impression de participer à l'insignifiance, au ricanement généralisé. Et ça, je déteste. Vous voyez, je me suis toujours demandé si j'avais eu raison d'aller chez Ruquier, chez Ardisson. Ouais. J'ai des amis qui considéraient que c'était de l'infotainment, qu'il fallait pas. Moi, on vous l'a reproché donc d'y aller là-bas ? J'ai eu des discussions avec des amis chers, enfin un en particulier, qui trouvait que c'était pas bien de participer à ça. Et moi, je considérais qu'il fallait aller chercher les gens là où ils étaient pour leur faire passer justement ce qu'on croyait vrai. Et c'est vrai qu'il y avait un grand public sur cette émission. Un jour où vous avez eu peur dans la rue, ça vous est arrivé ? Là aussi, tout le temps. Enfin, tout le temps, non. Non, justement, heureusement pas tout le temps, mais souvent. Ouais. Souvent, comme tout. Vous savez, quand vous avez 16 ans, que vous allez au lycée, en banlieue, le matin à 7h30 et qu'il n'y a personne dans la rue et qu'un type vous fout une main aux fesses, c'est pas très rassurant. Ça vous est arrivé ? Oui, non, mais j'imagine pas qu'on puisse faire ça. Il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui vivent ça. Voilà, bien sûr. Donc, et la main aux fesses plus tard, ça vous est arrivé aussi ? Non, mais là, j'ai la chance d'être plutôt grande, d'avoir pris en assurance, ce qui fait que je pense que on ne tente pas. Mais de fait, quand j'étais jeune, oui, bien sûr. Et puis, il y a des fois, encore une fois, quand on est une femme, qu'on rentre tard le soir, hélas, c'est pas... L'invité de On n'est pas couché, avec qui ça n'est pas passé du tout ? Est-ce qu'il y en a un ou une ? Il y en a forcément. Alors, il faut vous dire... Je sais
plus. J'ai le souvenir on va dire, de prise de bec assez virulente, par exemple avec Alain Minc, avec des gens comme ça. Véronique Jeunesse, je crois que c'était assez chaud aussi, je me souviens de ça. Ah, c'est possible, j'avoue que ça, on perd la mémoire, en fait. C'est ça, l'âge. La chose que vous avez lue sur vous, que vous a fait le plus de mal, Natacha Polony? Il y a pas mal de choses qui font beaucoup de mal, en fait. Donc il faut se préserver. Il y a des tas de fois où on a l'impression que ce qu'écrivent les gens peut être totalement injuste. Et on ne peut pas répondre. Et on ne peut pas rétablir la vérité. Donc oui, il y a des... Alors, sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps d'une violence terrible. Et des gens qui tordent vos idées, qui sont d'une malhonnêteté intellectuelle horrible. Le jour où vous allez totalement arrêter la télé, est-ce que vous connaissez ce jour? Ça peut être demain. Encore une fois, la télé n'est pas mon métier. Donc je ne suis pas... Et c'est plutôt... c'est plutôt une souffrance qu'autre chose, dans le sens où c'est très frustrant par rapport à la presse écrite ou même à la radio, parce que c'est très formaté, parce qu'on peut... C'est très produit, donc on n'a jamais le temps de dire tout ce qu'on voudrait, on n'a jamais le temps d'aller au fond des choses. Quand on essaye de faire des débats de fond, très souvent on vous explique que non. Quand j'ai eu cette émission que j'adorais, Polonium, Paris Première, elle s'est arrêtée au bout de 2 ans parce qu'on m'a expliqué que Paris Première voulait aller vers des choses moins intello. D'accord. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, donc heureusement, je crois que si j'arrive à faire de temps en temps des choses pas mal à la télé, c'est parce que je considère que ça peut s'arrêter demain et je m'en fous. C'est quoi un bon salaire quand on s'appelle Natacha Polony par mois? Je sais pas, c'est... C'est 5 000 euros, c'est 2 000 euros? Non, mais ça se pose pas comme ça. Je vais vous dire une chose. Je gagne bien ma vie. Mais bien gagner sa vie, par exemple, c'est quoi? C'est 10 000 euros par mois? Qui sont favorisés, qui ont de la chance. Et en même temps, je crois que... Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, je fais la différence entre de l'argent public et de l'argent privé. Ouais. Je suis, comme beaucoup de personnes, pas très douée pour réclamer ou pour voilà. Après, j'ai la chance d'avoir été demandée par des entreprises. Et ça, vous l'avez vécu, t'es moins payée parce que t'es une femme? Parce que souvent, je l'entends sur des plateaux de télé. Oh oui, mais bon... comme jeune journaliste en presse écrite, oui, voilà. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, au fur et à mesure, affirmer ce que je valais, et donc on a considéré que je valais quelque chose, et j'ai pas eu à chercher du boulot, on venait me chercher. Si demain, donc, c'est pas pareil. Dernière question, si demain Emmanuel Macron est face à vous, vous lui poseriez quoi comme question, Natacha Polony? Je lui demanderais... Est-ce que les raisons pour lesquelles, alors que de temps en temps dans vos discours, il y a des intuitions, ça n'est pas suivi d'actes, c'est parce qu'il y a un blocage total du système ou c'est parce qu'au fond, vous n'y croyez pas complètement à ce que vous dites? C'est-à-dire parce que c'est pas du tout la même chose. Vous voyez? Quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire mais qui n'y croit pas et qui s'arrête avant, bon, on peut le remplacer. Ce que je voudrais savoir, c'est si ce système peut être modifié, peut être changé, ou s'il faut faire la révolution. C'est une question cruciale. Et est-ce qu'une personnalité politique au pouvoir pourrait vous faire quitter la France si elle était élue dans quelques années? Non, on quitte pas un pays quand on estime qu'il est dans la difficulté ou dans la détresse. On reste et on fait valoir ce qu'on croit juste. Bonne réponse, c'est pas mal ça comme réponse. Merci beaucoup Natacha Polony pour ces questions cash. Dernière question, c'est celle d'une téléspectatrice qui s'appelle Lynn de Bordeaux. Bonjour Natacha, je voulais savoir si vous étiez déjà fait draguer par un invité lors d'une émission. Ah non, je vais aller refoutre les jetons là aussi. Ah bon, c'est vrai? Ça vous est jamais arrivé ça? Non, je crois pas. Non. Parce qu'il y en a Ou alors je le vois pas. Vous ne voyez pas. Bon, bah écoutez, c'est bien comme ça. Il n'y aura pas de scène de ménage ce soir avec monsieur, qu'on embrasse très fort d'ailleurs. Merci beaucoup, Natacha Polony. Merci à vous. Un petit coucou, j'espère que ça a été. Bah oui, c'est très agréable. Vous posez les questions très gentiment. Bah oui, c'est gentiment. Des fois, c'est un petit peu permissive, mais bon, on fait ce qu'on peut. À bientôt, Natacha Polony. À bientôt et merci. Merci beaucoup. Et on vous retrouve évidemment sur Marianne. On se retrouve nous dès demain sur C8 avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort
Et je vous dis à demain, même heure, même émission. Ciao.